Maintenant que nous avons terminé la digestion, allons-y avec l'absorption. L'absorption se définit comme étant le passage des produits de la digestion, c'est-à-dire les nutriments, nos fameux monomères qu'on a vus, là, qui est le résultat final de la digestion, du milieu externe vers le milieu interne via les muqueuses. Évidemment, il convient à ce moment-là de définir qu'est-ce que le milieu externe, qu'est-ce que le milieu interne, des notions qui sont en physiologie très importantes. Le milieu externe, en fait, tant qu'une molécule n'a pas traversé une membrane cellulaire, elle se trouve encore dans le milieu externe. Donc, autrement dit, toutes les cavités de l'organisme qui débouchent sur l'extérieur, évidemment le système digestif, mais on peut penser aussi au système respiratoire, au système urinaire, au système reproducteur. Donc, tous les systèmes qui débouchent sur l'extérieur voient leur cavité comme faisant partie encore de l'environnement, si vous voulez, du milieu externe. Donc, à ce moment-là, tant qu'une molécule n'a pas traversé, une molécule qui se trouve dans ces cavités-là n'a pas traversé une membrane, ben, on considère qu'elle se trouve encore dans le milieu externe. Je vous ai donné des exemples, les aliments dans le tube digestif, l'air dans les poumons. On pourrait parler d'un tampon dans le vagin d'une fille, par exemple. Donc, tant qu'on n'a pas traversé tant qu'on n'a pas traversé une membrane, on est toujours dans le milieu externe. Évidemment, par opposition, ben, le milieu interne, à partir du moment où une molécule franchit une membrane cellulaire, bien évidemment, là, elle se trouve dans le milieu interne. On parle de quoi à ce moment-là? Bien évidemment, on va parler du cytoplasme des cellules. On parle également du liquide interstitiel, donc le liquide dans lequel baignent les cellules, le sang, la lymphe et finalement le liquide cérébrospinal. Maintenant que nous avons défini ce qu'est l'absorption, le milieu externe et le milieu interne, voyons qu'est-ce qui est absorbé dans les différentes cavités du système digestif. Donc, on voit qu'au niveau de la cavité buccale et au niveau de la cavité gastrique, le glucose, l'alcool et certains médicaments pourront être absorbés. L'essentiel de l'absorption pour ce qui est des nutriments, en fait, la totalité, je devrais dire, des nutriments seront absorbés au niveau de l'intestin grêle et particulièrement au niveau du duodénum. C'est à ce moment-là que nos monomères qu'on a obtenus par la digestion vont passer vers le milieu interne. 80% de l'eau et des électrolytes également seront absorbés au niveau de l'intestin grêle et l'essentiel des vitamines aussi seront absorbés au niveau de l'intestin grêle. Au niveau du gros intestin, essentiellement, ce qu'on va retrouver comme absorption, c'est l'eau et les électrolytes restants et les vitamines qui sont synthétisées par la flore bactérienne du gros intestin, c'est-à-dire la vitamine K et certaines vitamines B. Ces deux types de vitamines-là sont absorbées dans le gros intestin tout simplement parce que c'est là qu'elles sont synthétisées. Ces vitamines-là ne sont pas ingérées, mais bien essentiellement synthétisées par votre flore bactérienne au niveau du gros intestin. Finalement, on arrive au niveau du rectum. Donc, le rectum, la muqueuse rectale a la capacité d'absorber certaines substances. C'est pour cette raison-là, en fait, qu'on peut administrer des médicaments via la muqueuse rectale. À ce moment-là, ces médicaments-là sont dans des capsules que l'on appelle des suppositoires. Dernière chose, je vous rappellerai que la cellulose qui est indigeste pour l'humain n'est pas digérée, donc elle demeure intacte après le processus de la digestion. Et évidemment, comme c'est une immense molécule, je vous rappelle que la cellulose, c'est un polysaccharide végétal qui est formé de centaines de milliers de molécules de glucose. Bien évidemment, cette molécule-là n'étant pas digérée, ne pourra pas être absorbée, elle sera tout simplement éliminée telle qu'elle a été absorbée. Je vous rappelle que la cellulose, ce sont nos fibres alimentaires, donc essentielles pour le transit
intestinale pour permettre donc de donner du volume. La cellulose est polaire, attire l'eau, est hydrophile. Donc, quand on consomme beaucoup de cellulose, beaucoup de fibres alimentaires, je vous rappelle que ça favorise le maintien de l'eau au niveau des matières fécales. Donc, on obtient des matières fécales qui ont plus de volume, qui ont plus de souplesse et donc seront beaucoup plus facilement éliminées par le gros intestin lors du réflexe qu'on appelle le réflexe de défécation. L'intestin est très, très bien adapté pour favoriser une absorption efficace et rapide des nutriments. Donc, dans un premier temps, voyons l'absorption des nutriments qui seront acheminés vers le sang via les capillaires sanguins des villosités intestinales. Donc, évidemment, je vous rappelle, je vous parle des adaptations de l'intestin. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on les voit. Donc, je vous rappelle que au niveau de l'intestin, on a des villosités intestinales. Ces villosités-là, on procure deux avantages. D'abord, elles permettent d'avoir beaucoup de cellules, donc les épitéliocytes, ici, vous voyez. Donc, ce grand nombre de cellules-là qui est favorisé par la présence des replis, donc on a une très, très grande surface de contact, va faire en sorte, évidemment, que plus on a de cellules, plus on va avoir des protéines de transport qui vont permettre efficacement le transport des nutriments. Autre structure qui favorise l'absorption rapide des nutriments, c'est évidemment la présence au niveau des villosités, la présence des capillaires sanguins. Donc, chaque villosité a un lit capillaire, ce qui permet d'avoir une relation très intime entre les cellules qui absorbent les nutriments, au niveau les cellules épithéliales qui absorbent les nutriments, et évidemment le sang qui circule à l'intérieur des capillaires sanguins. Donc, très, très, très rapidement, on va pouvoir faire passer les nutriments du milieu externe, c'est-à-dire la cavité intestinale, vers le milieu interne, c'est-à-dire le sang qui circule dans les capillaires sanguins de la villosité. OK, ici, vous voyez, j'ai agrandi la villosité pour qu'on comprenne bien le phénomène de l'absorption vers les capillaires sanguins de la villosité. Donc, d'abord, la flèche que je viens d'activer présente la direction vers laquelle les nutriments vont se diriger. Évidemment, il faut comprendre que partout autour de des villosités, on est au niveau de la cavité intestinale et donc les nutriments vont devoir littéralement quitter la cavité intestinale, passer à travers les cellules épithéliales pour éventuellement se retrouver, traverser les cellules qui tapissent les capillaires sanguins pour se retrouver dans le sang. Donc, j'ai fait ici un agrandissement des différents éléments qui sont impliqués. D'abord, je vous mentionne ici qu'un nutriment, comme par exemple un acide aminé, va devoir traverser 4 membranes cellulaires pour passer de la cavité intestinale au sang. Donc, il faut comprendre que l'absorption intestinale, ça ne se fait pas par magie. Il faut que les nutriments traversent des membranes successives et qui dit le membrane cellulaire dit nécessairement les mécanismes de transport membranaire dont on a parlé dans les premières semaines de cours. Donc, simplement vous rappeler que si ces notions-là sont loin pour vous, les notions de transport membranaire, il va vraiment falloir aller réviser ces notions-là pour vous assurer de bien comprendre ce qui se passe au niveau de l'absorption. Donc, si on regarde les différents agrandissements que j'ai faits, ici, vous reconnaissez l'épitéliocyte qui est toujours présenté dans la diapo, là. Mais là, je l'ai reviré de bord pour qu'il soit en fait positionné de la même façon que les cellules que vous voyez ici. J'ai également intégré au schéma un capillaire sanguin qui a été agrandi, qui évidemment réfère au capillaire sanguin que vous avez ici à l'intérieur de la villosité. Évidemment, je vous présente comme tel pour bien vous montrer là, les 4 membranes cellulaires qui doivent être traversées pour permettre le passage du nutriment de la cavité intestinale vers le sang. Donc, vous voyez ici, on a les nutriments dans la cavité intestinale et on a la flèche. Donc, vous voyez, on a une première membrane qui est traversée ici, une deuxième membrane qui va devoir être traversée ici,
Et ensuite, on se retrouve, si on regarde au niveau du schéma ici, vous voyez, on se retrouve au niveau du tissu conjonctif sous l'épithélium, hein. On est dans la muqueuse de l'intestin, je vous rappelle. Donc, les nutriments vont traverser comme tel ici la matrice extracellulaire et éventuellement, vous voyez, pour rentrer à l'intérieur du capillaire vers le sang, vont devoir traverser les deux membranes des cellules épithéliales qui tapissent l'intérieur des capillaires sanguins. Donc, au total, au minimum, 4 membranes devraient être traversées pour permettre l'absorption des nutriments de la cavité vers, vers le sang. Oui, et simplement vous dire aussi que la cavité intestinale, hein, on l'aurait dans toutes les partout autour des villosités, ce qui veut dire que les nutriments peuvent arriver de ce côté-ci, comme ils peuvent arriver de ce côté-ci, ou ils peuvent arriver de ce côté-ci. Donc, de partout, les nutriments arrivent, traversent les cellules épithéliales de la muqueuse intestinale et éventuellement traversent les cellules épithéliales des capillaires pour se retrouver dans le sang. Maintenant qu'on a vu d'un point de vue anatomique comment se faisait l'absorption des nutriments de la cavité intestinale vers le sang, ben, allons-y dans le détail du mécanisme par rapport au transport membranaire. Donc, l'eau et le fructose seront absorbés par diffusion facilitée. Je vous rappelle que la diffusion facilitée est un transport membranaire qui permet le passage des molécules polaires. C'est pour ça qu'on doit faciliter la diffusion. C'est pour ça qu'on appelle ça une diffusion facilitée. Donc, le passage de molécules polaires via des protéines membranaires et que ce transport-là se fait en fonction, selon le gradient de concentration des molécules. Donc, la diffusion facilitée ne demande pas d'énergie de la part de la cellule puisqu'elle se fait en fonction du gradient de concentration. Évidemment, on comprendra que l'eau par osmose va facilement passer. Donc, au fur et à mesure que les nutriments passent de la cavité intestinale vers les cellules, ben, l'eau, tout simplement par osmose, va suivre ce déplacement-là. Donc, ça se fait par diffusion facilitée. Et pourquoi le fructose peut être déplacé par diffusion facilitée, contrairement aux autres nutriments? C'est tout simplement que les monosaccharides, donc on pourrait dire la même chose, soit dit en passant, du galactose, les monosaccharides sont rapidement transformés en glucose par le foie. On peut pas, nos cellules ne savent pas quoi faire avec du fructose et du galactose. Donc, il y a des voies métaboliques au niveau des cellules hépatiques qui vont permettre la conversion du fructose et du galactose en glucose. Autrement dit, le fructose, de même que le galactose, qui n'est pas mentionné dans la diapo, mais comme je vous dis, ça serait la même chose. Donc, le fructose et le galactose ne s'accumulent pas comme tel dans le sang, puisque c'est transformé au niveau du foie en glucose. Et donc, ça veut dire qu'on maintient continuellement une faible concentration de fructose dans le sang. Et ça permet donc de maintenir l'absorption du fructose et du galactose par diffusion facilitée. Voilà. Évidemment, tous les autres nutriments vont éventuellement demander une dépense énergétique de la part des cellules absorbantes. Puisque, évidemment, très rapidement, les nutriments qui sont absorbés, donc qui passent de la cavité intestinale vers le sang, vont s'accumuler dans le sang et donc leur concentration va augmenter. On comprendra donc au tout début de l'absorption, quand on commence à absorber les nutriments qui proviennent de la digestion, ben, ça va se faire par diffusion facilitée. Donc, chaque nutriment va avoir sa perméase. Les 20 acides aminés vont avoir leur perméase, les bases azotées, les groupements phosphates. Donc, tous les nutriments, le glycérol, etc., tous les nutriments vont être d'abord absorbés par diffusion facilitée.
Mais on comprendra que comme ces nutriments-là s'accumulent dans le sang, ce qui n'est pas le cas, comme je vous disais, du fructose et du galactose, mais le glucose, les acides aminés, les bases azotées, tout ça demeure sous cette forme-là dans le sang et rapidement, on va voir leur concentration augmenter. Si bien que, vous le savez, à partir du moment où le différentiel de concentration entre les deux milieux est absent, ben, à ce moment-là, la diffusion facilitée va cesser et là, on va devoir commencer à travailler avec du transport actif. Donc, les cellules vont devoir commencer à dépenser de l'énergie à ce moment-là pour absorber les nutriments. Donc, quels sont les nutriments qui seront absorbés par cotransport avec le sodium? Bien, vous le voyez, je vous les ai nommés tout à l'heure, le glucose, les acides aminés, les bases azotées, les vitamines hydrosolubles. Je vous ai mis les essentiels, évidemment, il y en a beaucoup d'autres qui seront absorbés par transport actif, mais disons ici, je vous ai énuméré les principaux. OK, donc petit rappel ici, une petite diapositive que j'ai modifiée pour vous permettre de revoir la notion de cotransport, puisqu'on vient de voir que l'essentiel des nutriments hydrosolubles, glucose, acides aminés, bases azotées, vitamines hydrosolubles et compagnie, demandent un cotransport à partir du moment où le gradient de concentration entre la cavité intestinale et le sang disparaît. Donc, je vous rappelle que le cotransport va impliquer une pompe. Donc, ici, on voit la pompe à sodium. Donc, évidemment, on voit que de l'ATP est utilisé pour actionner la pompe. Cette pompe-là, bien évidemment, va permettre d'accumuler une forte concentration de sodium d'un côté de la membrane. Évidemment, dans ce cas-ci, ça va être au niveau de la cavité intestinale. Donc, quand vient le temps d'absorber par cotransport les nutriments hydrosolubles, ben, les pompes à sodium sont activées. À ce moment-là, on dépense de l'énergie. Le sodium s'accumule ici près de la membrane de la cellule au niveau de la cavité intestinale. Et évidemment, on va avoir un cotransporteur. Donc, ici, on a une deuxième protéine membranaire qui va évidemment bénéficier de l'accumulation de la forte concentration de sodium pour faire passer, c'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs, je vous rappelle, un cotransporteur. Donc, ce cotransporteur-là va utiliser l'énergie potentielle qui est développée par la forte concentration de sodium pour transporter les différents monomères. Évidemment, chaque monomère va avoir son propre cotransporteur. Donc là, en fait, on est rendu à l'étape où les nutriments sont passés dans le sang des capillaires sanguins des villosités. Je vais vous présenter maintenant vers où sera orienté ces nutriments-là. Pour bien comprendre les notions que je vais vous présenter, il est important que vous ayez quelques notions concernant l'organisation du système cardiovasculaire. Donc, la figure que vous voyez là, c'est évidemment une schématisation très simplifiée du système cardiovasculaire donc là, je vais vous présenter la terminologie puis la logique comme telle structurale de ce système-là. Donc, au sortir du cœur, le sang sera pompé dans ce qu'on appelle l'aorte. Donc, c'est l'artère, en fait, la plus importante de votre système cardiovasculaire. L'aorte, ensuite, va se ramifier en artère. Chaque artère va aller irriguer un organe. Éventuellement, à l'intérieur de l'organe, l'artère va se ramifier en ce qu'on appelle des artérioles. Et éventuellement, les artérioles vont devenir des lits capillaires. Évidemment, c'est au niveau des lits capillaires que là, on est au cœur même de l'organe. C'est là qu'on a les plus petits vaisseaux sanguins. On parle de vaisseaux sanguins ici qui sont microscopiques. Et c'est au niveau des capillaires que les échanges vont pouvoir se faire entre le sang et les cellules.
Et éventuellement, vous voyez là que le terme lit capillaire, je l'ai mis en rouge et en bleu, parce qu'évidemment, dans le lit capillaire, on va avoir ce qu'on appelle le versant artériel qui est connecté aux artérioles, et on va avoir le versant veineux qui, lui, sera connecté à ce qu'on appelle les vénules. Donc, au sortir des lits capillaires, le sang s'en va vers des vaisseaux sanguins plus gros qu'on appelle les vénules. Les vénules éventuellement convergent pour former des veines et ultimement, les veines vont communiquer avec ce qu'on appelle les veines caves. Ce sont les veines caves qui ramènent le sang, donc ayant circulé dans l'ensemble des organes, qui ramènent le sang vers le cœur. Ce que je viens de vous présenter là, c'est l'essentiel de l'organisation du système cardiovasculaire. À quelques rares endroits dans le système cardiovasculaire, on a une organisation qui diffère de celle que je vous ai présentée. Donc, ici, je vous présente la notion de veine porte qui, en physiologie, est importante. Une veine porte comme telle est un lien vasculaire qui va s'établir entre deux lits capillaires. Il faut comprendre, si vous avez bien compris la diapo précédente, il faut comprendre que chaque lit capillaire représente en fait l'irrigation d'un organe. On a vu tout à l'heure qu'au sortir de l'organe, lorsque le sang est drainé hors du lit capillaire, ben, éventuellement, il est reconduit via les veines caves, il est reconduit au cœur. Et comme je vous disais, il y a exception à quelques endroits dans l'organisme à cette règle, et notamment au niveau du système digestif. Donc, au niveau du système digestif, le sang qui sort des capillaires sanguins au niveau des villosités, donc le sang qui est drainé hors de l'intestin, hors des lits capillaires de l'intestin, au lieu de se rendre directement vers le cœur, va emprunter un lien vasculaire qu'on va appeler la veine porte hépatique dans ce cas-là. Et donc, ça le dit, hein, la veine porte hépatique va acheminer le sang qui sort de l'intestin, va l'acheminer directement au foie avant même qu'il passe au cœur. Donc, on a un lien, et ça, c'est vraiment très, très, très rare dans le système cardiovasculaire. Je vous rappelle que la logique, c'est qu'une fois que le sang est passé à travers un organe, on a utilisé les nutriments, on a utilisé l'oxygène, ce sang-là s'est chargé de déchets, donc de CO2 et de déchets azotés, et donc, évidemment, il est acheminé vers le cœur pour éventuellement être conduit vers les poumons pour qu'on puisse éliminer le CO2, puis éventuellement vers les reins pour éliminer les déchets métaboliques. Or, ici, on a vraiment une exception. Ce sang-là qui sort de l'intestin, bien évidemment, vous comprendrez que l'intestin étant le siège de l'absorption des nutriments, on a tout intérêt à rapidement acheminer ce sang-là chargé de nutriments. On a intérêt rapidement à l'envoyer vers le foie, puisque le foie est l'organe qui travaille à l'échelle de l'organisme pour, excusez l'expression, mais dispatcher les nutriments selon les besoins. Par exemple, une des premières choses que le foie va faire avec le glucose qui vient d'être absorbé au niveau de l'intestin, ça va être de reconstituer sa réserve de glycogène, puisque le glycogène, je vous rappelle, permet de maintenir la glycémie lorsqu'on est en hypoglycémie. Donc, il y a toutes sortes d'éléments comme ça, toutes sortes de nutriments qui devront être gérés par le foie de façon à s'assurer qu'à l'échelle de l'organisme, on répond adéquatement aux besoins. Donc ça, c'est vraiment une exception, la présence d'une veine porte, donc la présence d'un lien vasculaire entre deux lits capillaires. Maintenant qu'on a vu la notion de veine porte hépatique, il convient de voir précisément d'un point de vue anatomique, ça ressemble à quoi.
Soit dit en passant, ici, là, sur le schéma, c'est un schéma qui est tiré du Marieb, donc il ne s'est pas tiré du Campbell, là. Mais j'aime bien ce schéma-là parce que là, vous voyez, on a enlevé l'intestin grêle. L'intestin grêle n'est plus là. Mais par ailleurs, on voit ici les différentes veines qui drainent le sang hors de l'intestin. Ces veines-là qui drainent le sang hors de l'intestin viennent tous s'aboucher à une veine plus grande, plus grosse, qu'on appelle la veine mésentérique supérieure. Donc, tout le sang qui sort de l'intestin grêle va emprunter cette veine-là qu'on appelle la veine mésentérique supérieure. Et on voit, si vous suivez le pointeur, on voit que la veine mésentérique supérieure, éventuellement, vient se jeter dans ce qu'on appelle la veine porte hépatique. Donc, évidemment, c'est la veine porte dont je vous ai parlé dans la diapositive précédente. La veine porte hépatique va donc permettre d'acheminer directement les nutriments qui viennent d'être absorbés au niveau de l'intestin. On va les diriger directement vers le foie. Donc, on a terminé avec l'absorption des nutriments qui passent par la voie sanguine. Parlons maintenant des nutriments qui seront absorbés au niveau des vaisseaux chylifères des villosités intestinales. Donc, évidemment, et qu'on vient de rappeler, hein, au niveau de la villosité intestinale, à l'intérieur de chacune des villosités, on retrouve les capillaires sanguins et on retrouve également un élément du système lymphatique qu'on appelle le vaisseau chylifère dans lequel va circuler la lymphe. Donc, certains nutriments vont, au lieu d'emprunter les capillaires sanguins de la villosité, ils vont emprunter le vaisseau chylifère. Les nutriments qui vont emprunter les vaisseaux chylifères plutôt que les capillaires sanguins vont le faire par diffusion simple. On parle ici, en fait, si vous remarquez, là, de tout ce qui est liposoluble. Donc, on parle des acides gras et du glycérol. On parle des monoacides glycéryls, donc des monoglycérides, qui sont une résultante de la digestion des graisses. On parle du cholestérol. Donc, tout ça, là, acide gras, glycérol, monoacide glycérol, cholestérol, appartient à la famille des lipides. Et on a les vitamines liposolubles, ADEC, vitamines A, D, E et K, qui seront également absorbées par diffusion simple. Je vous rappelle que la diffusion simple est un mode de transport membranaire qui se fait en fonction du gradient de concentration, qui n'implique aucune dépense énergétique de la part de la cellule. Et évidemment, on parle d'une diffusion simple à l'opposé d'une diffusion facilitée, puisque ces substances-là, qui sont tous liposolubles, passent facilement à travers la membrane sans l'aide d'une protéine. Voyons maintenant le détail de l'absorption des lipides au niveau des vaisseaux chylifères. Évidemment, on reconnaît sur le schéma, ici encore là, c'est un schéma qui est tiré du Marieb, c'est pas un schéma que vous avez dans le Campbell. Par ailleurs, vous pouvez voir ce schéma-là, on l'a mis dans le cahier théorique à la page 69. Je vous explique le schéma qu'on voit là. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la cellule absorbante, donc l'épithéliocyte intestinal de la villosité, avec évidemment, on reconnaît très très bien nos microvillosités ici, hein, la bordure en brosse. Évidemment, on voit même des organites à l'intérieur de la cellule. Donc, on voit le réticulum endoplasmique lisse et on voit l'appareil de Golgi. Ici, on sort de la cellule et là, ce qu'on peut y observer ici, c'est le vaisseau chylifère à l'intérieur duquel, évidemment, va circuler la lymphe. Donc, si on regarde en détail, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est compliqué comme ça, l'absorption des lipides? Donc, on vous dit d'abord, les acides gras et les monoglycérides produits par la digestion des lipides quittent les micelles pour rentrer dans la cellule absorbante. Donc, je vous rappelle ici que les micelles, c'est la résultante de la digestion mécanique faite par les selles biliaires. Donc, les agrégats de graisse sont fragmentés par la présence des selles biliaires. Les selles biliaires, à ce moment-là, entourent
des petites gouttelettes de lipides et c'est ça qu'on appelle les micelles. Donc, on vous dit que les acides gras et les monoglycérides à l'intérieur des micelles, au moment de l'absorption, vont quitter les micelles. Autrement dit, les sels biliaires ne rentrent pas dans la cellule absorbante. Il n'y aura que les acides gras, le glycérol et les monoglycérides qui vont rentrer par diffusion simple à l'intérieur de la cellule absorbante. Les sels biliaires seront réabsorbés un peu plus loin au niveau de l'intestin. Donc, ce qui rentre dans la cellule absorbante, c'est les acides gras et le glycérol qui ont quitté les micelles. Et là, c'est très, très, très particulier, soit dit en passant, puisque à l'intérieur de la cellule absorbante, les acides gras et le glycérol seront orientés vers le réticulum endoplasmique lisse. Et là, on va reconstituer les graisses. Il y a la voie métabolique. Je vous rappelle que le réticulum endoplasmique lisse est l'organite spécialisé dans la synthèse des lipides. Donc, les triglycérides seront reconstitués, acides gras, 3 acides gras avec un glycérol. On va reconstituer les triglycérides qui ont été digérés via la lipase pancréatique dans l'intestin. Donc, on les reconstitue. Et on va les envoyer à l'appareil de Golgi, évidemment, via un transport vésiculaire. L'appareil de Golgi, à son tour, va emballer, donc on est rendu à l'étape 3, regardez ici, l'appareil de Golgi, qu'on appelle ici le complexe golgien, va littéralement emballer les lipides, les graisses qui viennent d'être reconstituées dans le réticulum endoplasmique lisse. Il va les emballer de protéines et ça va devenir à ce moment-là ce qu'on appelle des chylomicrons. Pourquoi l'appareil de Golgi doit envelopper les lipides de protéines? Ben, vous le voyez ici, afin de permettre leur circulation dans le milieu interne. Donc, je vous rappelle que le milieu interne, on parle du sang, de la lymphe et du liquide interstitiel. Donc, afin de permettre leur circulation dans le milieu interne, les graisses sont enveloppées de protéines. C'est ce qui va devenir des chylomicrons. Donc, on comprend évidemment que quand les graisses qu'on a ingérées vont circuler dans l'organisme, dans nos fluides corporels qui sont tous à base d'eau, ben, il faut leur donner de l'affinité pour ce milieu aqueux-là. Et donc, c'est pour cette raison-là que les graisses subissent, ou les lipides, si vous voulez, subissent ce traitement-là à l'intérieur de la cellule absorbante de l'intestin. On va les emballer de protéines qui va leur donner de l'affinité pour le milieu aqueux. Évidemment, à partir du moment où ces lipides-là sont emballés de protéines, on comprendra que ça devient des structures très, très, très grosses. Et évidemment, ça devient beaucoup trop gros pour passer à travers les capillaires sanguins. Seuls, à ce moment-là, les vaisseaux chylifères qui ont une structure différente des capillaires sanguins, seuls les vaisseaux chylifères seront en mesure d'absorber les chylomicrons éventuellement, donc, les chylomicrons vont se retrouver au niveau de la lymphe des vaisseaux chylifères. Donc, vous voyez ici les vésicules contenant les chylomicrons, parce qu'évidemment, encore là, on parle de transport vésiculaire, hein, ça part de l'appareil de Golgi. Donc, on parle encore de vésicules. Donc, les vésicules qui contiennent les chylomicrons vont migrer. Je vous rappelle que ça va se faire au niveau de microtubules, hein, qui sont des rails de déplacement avec des protéines motrices qui vont marcher et qui vont se rendre jusqu'à la membrane basale de la cellule absorbante. À ce moment-là, les chylomicrons vont quitter, donc ça se fait par exocytose, les chylomicrons vont quitter le vaisseau chylifère, je m'excuse, vont quitter la vésicule membranaire et par exocytose vont se retrouver évidemment dans le tissu conjonctif là, sous la cellule épithéliale et éventuellement vont intégrer le vaisseau chylifère pour se retrouver éventuellement dans la lymphe.
Pour comprendre la suite, il devient important de comprendre le lien entre le système cardiovasculaire, le liquide interstitiel et le système lymphatique. Dans le schéma que vous avez ici, on peut voir un lit capillaire, hein, on le voit très 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 bien. Donc on a ici le versant artériel et on a ici le versant veineux du lit capillaire. On voit évidemment qu'on est au cœur d'un organe, hein, parce que tout autour on voit très très bien là, les différentes cellules. Évidemment, les différentes cellules avec le liquide interstitiel. Vous voyez ici, c'est écrit compartiment interstitiel. Et on voit également que près de tout lit capillaire, il va y avoir des capillaires lymphatiques. Donc ça, c'est une organisation qu'on retrouve de partout dans l'organisme. Il y a un lien très intime entre les lits capillaires, les cellules de l'organe et le liquide interstitiel dans lequel elles baignent et les capillaires lymphatiques. Ce que vous allez apprendre ici est vraiment très, très, très important d'un point de vue physiologique. Donc, vous voyez ici ce que je vous dis, le plasma sanguin, le liquide interstitiel et la lymphe correspondent en fait à la même solution aqueuse. C'est exactement la même chose. C'est juste qu'on lui donne un nom différent selon l'endroit où on les retrouve. Donc, je m'explique. Quand le sang arrive au niveau des lits capillaires, hein, donc passe, vous voyez ici, on a l'artériole. Donc, quand le sang arrive au niveau de l'artériole et s'engage dans le lit capillaire, il faut comprendre que les capillaires, c'est des vaisseaux sanguins tellement minces, tellement petits, que la pression qui est présente au niveau du système cardiovasculaire va faire en sorte qu'il y a toujours, et on le voit bien ici, il y a toujours une certaine partie du plasma sanguin qui va sortir des capillaires pour se retrouver autour des cellules. Littéralement, ce que je viens de vous expliquer là, c'est la formation du liquide interstitiel. C'est de là que vient le liquide interstitiel dans lequel baignent vos cellules. Donc, à chaque fois que le sang passe dans un lit capillaire, il y aura une perte, une certaine quantité de plasma sanguin qui sera perdue au profit du liquide interstitiel. À ce moment-là, on comprendra que le plasma sanguin qui est sorti des capillaires, on va l'appeler le liquide interstitiel. Évidemment, ça se fait 24 heures sur 24 dans tous les lits capillaires. On comprendra bien évidemment que il faut éventuellement ramener le liquide interstitiel vers la circulation sanguine. Soit dit en passant, si on n'avait pas ce drainage-là du liquide interstitiel vers la circulation sanguine, en 24 heures, vos vaisseaux sanguins n'auraient plus de plasma sanguin. Donc, il y a un mécanisme, et c'est là que le système lymphatique intervient, c'est pour ça qu'on parle de drainage lymphatique. On comprendrait éventuellement qu'il y a un équilibre entre le plasma qui sort des capillaires sanguins qui devient du liquide interstitiel et la quantité de liquide interstitiel qui sera drainée. Et encore une fois, on le voit bien ici. Donc, il y a toujours une certaine quantité de liquide interstitiel qui entre à l'intérieur des capillaires lymphatiques. Et à ce moment-là, quand le liquide interstitiel entre à l'intérieur des capillaires lymphatiques, bien, vous comprendrez qu'à ce moment-là, ça devient de la lymphe. Donc, le plasma sanguin qui sort des capillaires pour se retrouver autour des cellules devient du liquide interstitiel et le liquide interstitiel qui est drainé hors des tissus pour intégrer le système lymphatique devient de la lymphe. Et là, évidemment, on va comprendre que la lymphe doit retourner à la circulation sanguine. Donc, on voit ici le système lymphatique avec une représentation des capillaires lymphatiques. Les petites boules brunes, soit dit en passant, vous le voyez, c'est des nœuds lymphatiques. C'est là qu'on va retrouver des globules blancs. Et évidemment, c'est à ce moment-là qu'on va profiter du passage de la lymphe au niveau des nœuds lymphatiques pour la nettoyer, enlever les corps étrangers. On comprendra évidemment que la lymphe va redevenir du plasma sanguin.
Donc, littéralement, le système lymphatique draine le liquide interstitiel hors des tissus, mais également, on va nettoyer cette lymphe-là avant que ça redevienne, au niveau des nœuds lymphatiques, là, avant que ça redevienne du plasma sanguin. Oubliez pas, on est dans l'absorption au niveau du système digestif, donc il faut comprendre que les vaisseaux chélifères sont des capillaires lymphatiques. Hein, c'est des capillaires lymphatiques spécialisés qu'on retrouve au niveau des villosités intestinales. Et donc, la lymphe qui se trouve à l'intérieur des vaisseaux chélifères, évidemment, contient les chylomicrons, donc les lipides qui ont été enrobés de protéines et qui ont été absorbés. Et donc, éventuellement, on le voit bien ici, l'ensemble des capillaires lymphatiques, y compris les vaisseaux chylifères, seront drainés vers un conduit commun qu'on appelle le tronc thoracique, qu'on voit ici, là, qui est le plus gros vaisseau lymphatique de l'organisme. Et le conduit lymphatique va bifurquer, en fait, forme un Y, hein, se subdivise en deux. Ces deux branches-là vont éventuellement venir se jeter dans ce qu'on appelle les veines sous-clavières, qui sont les veines, en fait, qu'on retrouve là, au niveau des épaules et qui drainent le sang hors des bras pour éventuellement ramener ce sang-là vers le cœur. Donc, c'est au niveau des épaules, au niveau des veines sous-clavières, que la lymphe redevient du plasma sanguin. Et évidemment, on comprendra que c'est à ce moment-là que nos chylomicrons intègrent la circulation sanguine. Une fois dans la circulation sanguine, la destination principale des chylomicrons sera le tissu adipeux. Donc, c'est lorsque les chylomicrons vont passer au niveau des capillaires du tissu adipeux que le tissu adipeux va emmagasiner les triglycérides. Éventuellement, si lorsqu'on est en hypoglycémie, ces triglycérides-là qui ont été emmagasinés dans le tissu adipeux seront dégradés pour pouvoir alimenter les cellules de l'organisme.